Face à la 24e édition du Grand Prix éditorial du SPEPS. Alain, à vous de jouer. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, parce qu'on est quand même très nombreux à partager ce moment tous les ans et accueillir les nouveaux participants, bien évidemment. C'est vrai que c'est un moment toujours intéressant parce que c'est un florilège, en quelque sorte, des articles qui ont été choisis par des experts et pas par l'IA, et qui ont en fait une transversalité extrêmement importante, puisqu'on aborde plein de domaines de professionnels de santé et plein de spécialités. Et donc avec cela, eh bien, on a un survol tout à fait passionnant de ce qui se passe dans l'édition. Alors, par rapport à cette sélection qui est nécessaire pour donner les grands prix, vous avez un certain nombre de membres du jury. Membres du jury, et alors je ne veux pas tous vous les représenter, vous les connaissez. Trois entrants, Emmanuel Barski, le professeur Anne-Sophie Rigaud-Monet, et puis le professeur Gérard Réac. Ils ont beaucoup travaillé, comme toujours dans la période d'été, puisqu'en fait, il faut pouvoir là, et on peut en effet les applaudir, parce que c'est un travail absolument considérable. Et juste derrière, vous allez voir la liste, en fin de compte, des publications candidates en 2023. Vous voyez un petit peu ? Alors, vous apprenez ça par cœur, et on fait un petit test à la fin sur la mémoire. On saura exactement où on en est. Voilà, c'est pour vous dire qu'on a un travail en amont qui est considérable et qu'il fallait absolument remercier. Alors, on retrouve les catégories primées classiquement, 14 catégories, avec les médecins spécialistes, les vétérinaires, les travaux originaux, toutes choses que vous connaissez. Et puis après, on aura les deux grands prix particuliers, où là, en fin de compte, on a la quintessence de ce jury. Alors, on va tout de suite démarrer. On va tout de suite démarrer avec le premier prix, le prix éditorial. Le prix du meilleur éditorial. Et donc, 6 nominés. Vous aurez à chaque fois le droit de voir toutes les revues qui ont été présélectionnées en quelque sorte. Donc, Cahiers santé médecine thérapeutique, la lettre du cancérologue, la lettre du pneumologue, et puis la lettre du psychiatre, la presse médicale formation, et puis médecine. Et donc, le premier lauréat, j'ai le plaisir d'accueillir son rédacteur, la presse médicale formation, avec un article rédigé par Frédéric Lapostole, « Il n'y a pas de crise des urgences ». Frédéric Lapostole, vous pouvez l'applaudir. Alors voilà un titre d'article, Frédéric, qui est tout à fait d'actualité. C'est un titre qui aurait fait énormément plaisir à François Braun, un urgentiste qui se dit « il n'y a pas de crise aux urgences ». Donc bien évidemment, c'est provocateur. Pourquoi ce titre ? Je tiens le micro. De la prétérition. Parce que il y a crise. Mais en fait, je vais raconter une histoire. C'est cet après-midi, je m'entends dire « Allez, je te le prends, ton malade. Je te le prends, ton malade. » Avec condescendance. C'est un service rendu. Aux patients. Et voilà, tout le problème est là. Exactement. C'est-à-dire que le patient qui est aux urgences n'est pas le patient des urgences. C'est le patient de l'hôpital, c'est le patient d'un territoire de santé, c'est le patient d'un système de santé. Et ne pas intégrer ça dans la crise des urgences, comme pour le patient des urgences, c'est passer à côté. Est-ce que vous restez quand même optimiste par rapport à tout cela ? Est-ce que vous pensez que, j'allais dire, le modèle qui existe dans les urgences, qui est en effet qui pose problème, et dans le 93, vous êtes particulièrement bien placé pour avoir quand même eu une période assez soutenue. Maintenant que Frédéric Quatnet est passé au SAMU de Paris, est-ce que vous pensez que tout ça va faire que les choses vont se transformer ? Est-ce que ça va mieux ? On respire mieux qu'en 93 ? Alors, je vais finir avec Albert Einstein, puisqu'on parlait d'intelligence, elle n'était pas artificielle, qui dit « Faire la même chose et penser qu'on va obtenir des résultats différents, c'est la folie. » Alors, on peut avoir en miroir, peut-être qu'en faisant des choses différemment, on obtiendra des choses différentes. Quel serait votre conseil ? Allez, vous êtes ministre de la Santé, vous avez une baguette magique. Dieu m'en préserve, vous allez me dire, je sais bien, tous les médecins disent la même chose. Vous dites à Aurélien Rousseau, voilà, j'ai un petit conseil à vous donner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là, de concret, de rapide ? Ce sera la conclusion par laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire que le patient qui est aux urgences n'est pas le patient des urgentistes, c'est le patient d'un système de santé. Et il n'y a pas de crise des urgences, il y a une crise d'un système de santé. Et c'est comme ça qu'il faut aborder les choses, sinon on va se planter. Donc les politiques au boulot. Merci beaucoup. Tenez, par ici. Frédéric,
Il y a un circuit très précis, je le dis pour tous les lauréats. Vous avez droit à la petite interview et ensuite vous allez de ce côté-là parce que vous avez la séance photo, bien évidemment. Deuxième thème proposé, la formation des médecins généralistes. Cinq publications nominées. Médecine générale de la revue du praticien, le généraliste, médecine, médecine sciences et preuves et pratiques. Les articles que vous avez vus passer sont vraiment extrêmement précis, intéressants et parfaitement bien construits. Et la revue gagnante, c'est preuves et pratiques avec la contraception orale en médecine générale et j'appelle Gabriel Pelé. Voilà, vous avez droit à votre trophée. Venez vers moi, bonsoir. Alors, contraception orale en médecine générale, voilà un sujet éternel. Un sujet éternel. Alors, vous précisez en effet que 36,5% des femmes utilisent la pilule comme contraception. Alors, il faut savoir que en fait, vous êtes de Lyon, vous êtes allé à Marseille faire votre thèse et vous êtes revenu à Lyon, c'est ça? Et vous êtes médecin généraliste à Lyon et vous travaillez avec le service donc, de gynéco-obstétrique de Marseille. Alors, dans ce travail, d'abord, si première question j'ai envie de vous poser quand même, c'est la contraception orale, est-ce qu'elle évolue encore? Oui, elle évolue. Je garde le micro parce que parfois, s'ils sont trop longs, je l'enlève. C'est pour ça. Voilà. Alors, elle évolue déjà en termes de proportion parce qu'elle était majoritaire et elle reste majoritaire pour l'instant, mais on voit aussi qu'il y a une tendance à la baisse de la contraception orale, notamment au sujet des hormones, qui pose de plus en plus problème pour les patientes. Que les femmes s'interrogent et doutent encore? Oui, oui. Et notamment parce que la pilule contraceptive a des effets secondaires qu'on connaît, notamment thromboemboliques, cardiovasculaires. Et c'est là où en fait elle évolue aussi énormément. C'est parce que justement on tend à diminuer ces risques et on tend à comprendre beaucoup plus les effets secondaires pour pouvoir justement les prendre en charge et pouvoir permettre à une patiente d'avoir une bonne contraception. C'était du coup le thème de l'article, c'était notamment pouvoir écouter les effets secondaires que la patiente décrit et pouvoir adapter la pilule. Et c'était ce qui était le plus important, je pense. On parle de 5e génération? Oui. Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Alors moi, j'en parle pas exactement dans l'article, mais on parle de la 5e génération, notamment qui est très efficace, enfin, qui est où il y a moins d'effets secondaires, au niveau thromboembolique surtout, notamment avec un œstrogène qui est naturel et du coup qui baisse beaucoup le risque thromboembolique. Est-ce que la relation, en fin de compte, entre le médecin généraliste, et puis la femme a évolué? Est-ce qu'on a aujourd'hui des outils meilleurs pour, en fin de compte, faire comprendre que la patiente adhère elle-même à sa surveillance? Alors, ça a été prouvé dans certains articles que, justement, parce que la patiente était au courant des risques et des risques prouvés, je parle parce qu'il y a beaucoup de risques qu'elle a entendu dire, mais qui en fait ne sont pas prouvés médicalement, parce qu'elle est au courant de ça, elle va beaucoup plus accepter sa contraception. Ça a été prouvé que voilà, il y avait un meilleur suivi. Et voilà, donc c'est le but. Le but, c'est justement d'avoir un échange, et pour ça, il faut que les médecins généralistes soient au courant. Voilà, c'est ça la bonne suite et la bonne conclusion. Merci beaucoup. On vous applaudit. Vous allez également faire la photo. Merci beaucoup. Et nous passons, bien évidemment, après les médecins généralistes, aux médecins spécialistes. 5 publications nominées. Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, la revue du Prat. Alors j'oublie toujours ce qui est au-dessus, en fait. Voilà, la vue n'est pas très bonne. Le praticien en anesthésie et réanimation. Périnatalité, la revue de périnatalité et virologie. Spécialement pour Jean-François Delfrécy. Voilà. Et donc le gagnant, la revue gagnante, c'est le praticien en anesthésie réanimation. Et on a le plaisir d'accueillir Mathieu Ledorz sur le thème « La fin de vie en réanimation, une réalité complexe ». C'est tout pour Jean-François Delfrécy. Mathieu Ledorz qui travaille à l'unité d'anesthésie réanimation de l'hôpital Lariboisière. On
a beaucoup vu dans la période du Covid aussi à la télévision. Alors, c'est vrai que cette fin de vie, on en parlait tout à l'heure, ça fait l'objet d'un texte de loi qui est en train d'être travaillé, qui est finalisé dans sa première mouture, mais qui va maintenant faire l'objet, bien évidemment, des circulations classiques qu'Agnès Firmin-Baudot porte à bout de bras. Vous dites dans cet article, en fin de compte, qu'il y a plusieurs façons de mourir à l'hôpital en anesthésie-réanimation. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Disons qu'aujourd'hui, en réanimation... Et dans la lumière, Ouais. on voit bien. Voilà. Très bien, voilà. Non, disons que la mort ne survient plus de manière inopinée en réanimation, mais toujours le fruit d'une décision médicale d'arrêter la réanimation. Et puis se surajoute de plus en plus souvent la possibilité du prélèvement d'organes qui vient encore complexifier ces décisions avec le développement de procédures de plus en plus complexes, de plus en plus techniques de prélèvement d'organes et qui viennent impacter tout le processus décisionnel qu'on doit mener, partager aussi avec les proches des patients. Donc ça devient très complexe. Est-ce que la loi Claes-Leonetti, qui est quand même la référence aujourd'hui, dans certains disent qu'elle est suffisante, ou d'autres disent qu'il faudrait aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous, dans votre exercice quotidien, c'est suffisant ? C'est-à-dire, comment ça fonctionne d'abord ? Comment vous décidez ? C'est une décision collégiale, mais comment vous décidez ? Sur quels critères ? Alors c'est une décision médicale après un processus collégial, ce qui est un petit peu différent. Donc on porte quand même la responsabilité d'une décision. L'idée, c'est de la construire en se concertant avec les équipes, surtout avec du temps. Ça demande beaucoup de temps de prendre ces décisions. Et puis en impliquant les proches à leur juste place, c'est-à-dire la place qu'eux veulent prendre aussi dans la décision qui peut être très variable d'une famille à une autre. Donc c'est un processus qui est très long et très complexe. Je crois que les réanimateurs, on est peu concernés par la partie du débat actuel qui est sur l'aide active à mourir, puisqu'on a une majorité de patients qui sont hors d'état d'exprimer leur volonté. Donc on a très peu de patients qui nous font directement des demandes d'aide à mourir. Moins de 10% sur les fins de vie qu'on a en réanimation, donc c'est très peu. Donc par contre, la sédation profonde et continue au décours des arrêts thérapeutiques continue à nous questionner dans nos pratiques, reste controversée, mais est quand même observée par nos collègues européens comme quelque chose qui est très aidant pour les équipes de réanimation dans l'accompagnement de la fin de vie. Donc, Dernière petite question justement pour les prélèvements, parce que ça devient en effet un élément important. Est-ce que les choses évoluent, c'est-à-dire que la relation avec les proches maintenant est plus facile, ou est-ce que ça reste quand même encore un moment qui est forcément difficile, bien évidemment, mais est-ce qu'en fin de compte c'est un dialogue qui peut s'engager ? Non, je crois qu'au-delà de ce qui est abordé dans l'article, qui est plus les façons de mourir, aujourd'hui les critères même pour constater la mort font débat et qu'on a... en tout cas dans ma pratique, parfois des objections aux critères médicaux de la mort. La mort cérébrale est re-questionnée. Le développement du prélèvement d'organes après arrêt circulatoire vient aussi questionner beaucoup de choses. Donc non, à mon sens, le lien avec les familles reste complexe. Et comme pour les questions de fin de vie, se passe très bien dans la très grande majorité des cas avec la très grande majorité des familles. Et par contre, les cas les plus difficiles sont de plus en plus intenses à vivre pour les équipes. Merci beaucoup, Mathieu Ledorz. Je vous laisse. Et nous progressons vers les chirurgiens dentistes. Formation pour les chirurgiens dentistes. Quatre publications. Paro-implanto-oral, réalité clinique, 2 articles. Et spécial... Attends, il faut que j'avance aussi, parce que là, je ne vois pas du tout. Stratégie prothétique, voilà. Et donc, l'article qui a été retenu, réalité clinique. Et nous accueillons le professeur Chilalo Boukpissi. Pour préservation de la vitalité pulpaire, peut-on être sûr de sa décision ? Voilà, venez vers nous. Ah, vous venez à 2, très bien. Alors, vous êtes qui ? Ah, vous êtes Chilalo et vous êtes ? Fabienne Pérez. Et vous êtes dans l'article ou ça ? Ah, ben voilà, très bien. On nous cache tout, on ne nous dit rien. Voilà, venez vers moi, parce qu'il faut être dans la lumière, parce qu'après, vous n'êtes pas dans les caméras, tout ça, ça ne va pas du tout. Voilà, alors là, il va falloir que vous nous donniez quand même quelques explications sur cette notion de vitalité pulpaire. Ça veut dire quoi déjà, en français ?
en français. Alors, on a voulu être un tout petit peu provocateur sur le titre parce qu'on est allé jusqu'à la prise de décision. Peut-on être sûr de sa décision? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie carieuse est un... On parle de caries, quoi. Exactement. La maladie carieuse, c'est un vrai enjeu de santé publique. Et si vous avez déjà eu l'expérience de la rage de dents où on doit dépulper, c'est-à-dire enlever tout le tissu pulpaire qui est la vitalité de la dent, eh bien, ça finit par des traitements prothétiques, etc. Donc, il y a un vrai enjeu de santé publique et un vrai enjeu également de coût. Et donc... Ce qui est quand même inquiétant dans votre titre, c'est de dire qu'en fin de compte, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez faire. Alors justement, c'est parce que c'est une thérapeutique qui revient aujourd'hui parce qu'on a une meilleure compréhension de la biologie. Vous voulez dire qu'on a enlevé des nerfs des dents en excès? C'est des questions simples. Disons que c'était ce qu'on on le faisait parce que c'est ce que on pensait faire bien. Puisque la compréhension à ce moment-là de la biologie, ainsi que les biomatériaux dont on disposait, ne permettaient que de faire les traitements endodontiques que nous avons jusqu'ici réalisés. Mais les choses ont évolué. On a parlé d'évolution constante en médecine. Nous ne faisons pas exception en odontologie. Et donc, effectivement, nous avons eu une grande évolution en biologie et le développement de biomatériaux bioactifs qui ont permis de reconsidérer une thérapeutique qu'on avait mis de côté parce que effectivement ça ne fonctionnait pas, puisque dans les conditions où on les mettait en place, ça ne fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, eh bien, ça fonctionne parce qu'on a des éléments pour pouvoir... Donc ça veut dire, je vais vous poser la question, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut vous enlever le nerf, il faut dire non? Alors, pas véritablement. Il y a vraiment des limites de réversibilité et d'irréversibilité où nous sommes obligés d'aller jusqu'à cet acte-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, moins on pénètre dans les canaux radiculaires, mieux c'est. Et il faut dire aussi que ça soulage beaucoup les praticiens, puisque c'est une discipline, l'endodontie, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui est relativement complexe et qui rebute souvent à la fois nos étudiants, parce que nous sommes toutes les deux hospitalo-universitaires, et les praticiens. Donc c'est un acte qui est complexe. Et si maintenant, avec les progrès de la biologie, nous pouvons limiter notre intervention au niveau des canaux, eh bien, c'est bénéfice pour tout le monde. D'abord, les séances sont moins longues pour le patient. Donc ça, je pense que c'est appréciable. C'est vrai, on vous met une première fois, vous dites non, il n'est pas tout à fait mort, on va attendre la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Ça nous rappelle tous des souvenirs, ça c'est évident. Enfin, surtout pour les plus âgés comme moi. On a quand même évolué dans les techniques et maintenant, on utilise l'anesthésie et par conséquent, on est censé finir dans la séance. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fin de compte, c'est un bonheur de passer chez le dentiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes à la Salpêtrière, à le service d'odontologie de la Pitié-Salpêtrière. Voilà, on comprend mieux ce qui nous arrive à nos dents. Et nous passons donc à la rubrique suivante, à la catégorie suivante, la professionnelle de la rééducation. Avec 3 revues et donc 3 publications. Kinésithérapie scientifique, kiné-actualité et une deuxième fois, kinésithérapie scientifique. Et le vainqueur, c'est kinésithérapie scientifique. Ils avaient plus de chance, c'est vrai qu'il y en a 2. Et nous avons le plaisir d'accueillir Pascale Mathieu, présidente du Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes. Voilà. Travail collectif. Votre trophée. Et venez donc me voir. Non, le thème abordé est un thème important puisqu'en fait, c'est le dépistage par les kinésithérapeutes de la fragilité motrice et donc l'utilisation d'un score. On sait qu'on est en pleine également de loi depuis lundi, la loi sur le bien vieillir, bon, avec différents thèmes et différents chapitres, et que donc là, en effet, un des problèmes du vieillissement, c'est bien sûr l'autonomie et surtout le fait de se casser la figure. On va dire ça de façon simple. Alors, qu'est-ce que c'est que ce score que vous proposez donc d'utiliser chez les personnes de 65 ans et plus ? Alors tout d'abord, ce score, il a été voulu par le Conseil national de l'ordre parce qu'on a considéré que le vieillissement, c'était un grand enjeu de santé publique et qu'il fallait que les kinésithérapeutes s'approprient cette thématique et permettent aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible
en bonne santé à domicile. Eh bien, nous nous sommes dit qu'il fallait travailler avec notre commission santé publique et démographie qui a mis en place ce score qui a une valeur prédictive puisqu'il va permettre de voir quels sont les éléments qui vont nous alerter, qui vont dire qu'un patient sera à risque peut-être de chuter dans les années ou les mois à venir et qu'il y a lieu à ce moment-là de mettre en place de la remédiation pour éviter de tomber dans ce problème qui va faire enchaîner évidemment toutes les difficultés qu'on connaît. Ce score n'existait pas ou vous avez dit on va faire un score à nous, vous avez validé le score parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a des scores qui sortent de tous les côtés. Donc c'est un score de plus ou c'est un score qui va faire autorité et qui va en fin de compte diffuser? C'est un score qui va faire autorité parce que quand je parle du Conseil national de l'ordre qui est à l'origine, qui en est l'élément moteur et déclencheur, évidemment, ça ne s'est pas fait sur un coin de table dans mon bureau, ça s'est fait avec des universitaires, ça s'est fait avec le concours de kinésithérapeutes et d'ailleurs, ils m'accompagnent ici. Il y a, on les salue. Voilà, il y a Aude Queneau qui est la présidente de la commission santé publique et démographie, mais qui travaille dans un hôpital et qui a pu tester ce score avec son équipe en travaillant également avec des universitaires, des professeurs kinésithérapeutes. Et donc derrière, ça débouche sur une conduite à tenir. Absolument. Il y a plusieurs... en fonction du score, en fait, il y a une conduite à tenir. Et bien évidemment, pour certains cas, il faut de la rééducation, de la kinésithérapie. Pour d'autres cas, il faut absolument voir le médecin pour avoir des examens complémentaires. Donc c'est une aide à la décision et c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous progressons avec peut-être une nouvelle catégorie, ou du moins une catégorie remaniée, qui se nomme infirmier IPA, infirmier en pratique avancée, et sage-femme. 4 nominations. Donc le bulletin infirmier du cancer, la revue de l'infirmière, revue de la pratique avancée, avec 2 articles. Et le gagnant, eh bien, c'est la revue de la pratique avancée, avec... on appelle Kevin Vanderberg, l'IPA mention urgence, de nouvelles perspectives en France pour le secteur d'urgence. Il est où, Kevin? Il est là. Voilà, comme son nom ne l'indique pas, il vient de Perpignan. Vous êtes du Nord? Mon père est venu se perdre. Dans le Sud, oui, il a dit un peu plus de soleil, je comprends bien, oui, tout à fait. Alors... ce qui est intéressant quand même déjà, même si je pense que vous êtes déjà un petit peu initié, c'est quand même de nous rappeler aujourd'hui ce que font les IPA et quelles sont les rubriques dans lesquelles ils ont aujourd'hui autorité. Donc les IPA existent vraiment depuis 2016 en théorie en France avec la loi santé, mais les premiers décrets d'application datent de 2018. Avec notamment 4 mentions phares, pathologie chronique stabilisée, oncohémato, néphrologie, dialyse et psychiatrie. Et notamment en 2021 est apparue la 5e mention urgence, qui a tardé un petit peu à venir, mais elle est venue quand même. Bon, donc c'est bien parce que ça va aider les urgentistes. Frédéric Lapostole ne nous a pas dit s'il en avait, mais voilà. Que fait en fait un IPA ou une IPA dans un service d'urgence? Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'on travaille non pas à la place du médecin, mais à côté du médecin. Donc c'est vraiment un travail de collaboration en binôme ou même en trinôme avec l'interne. Donc c'est ce que faisait déjà l'infirmière, non? Bien sûr, mais là, qu'est-ce que vous faites de plus? On augmente en compétences, notamment cliniques, en compétences de prescription. On peut demander des avis spécialisés. Donc il y a plusieurs actes qu'on peut faire en plus. Comme tout type de suture, avec quelques exceptions près, tout ce qui est gypsothérapie, tout ce qui est échographie en fast écho, dans la catégorie urgence, les postes de cathé artériel, bref, c'est vraiment des actes techniques qui relèvent maintenant de l'IPA urgence ou qui relevaient aussi de l'infirmière sous protocole de coopération, qui ont un petit peu de mal à se développer aux urgences, je trouve. Alors, reprécisons quand même qu'en fait, un IPA, c'est en effet quelqu'un qui au départ était infirmier et diplômé d'État, mais après...
Donc après, on rentre 2 ans en faculté de médecine, les facultés qui sont accréditées, faculté de médecine et de sciences infirmières, notamment moi, j'étais à Marseille. Donc c'est quand même 2 ans très denses sur le volet clinique, sur le volet sciences infirmières, sur le volet recherche. Et donc j'étais très content d'entendre certaines choses qu'il faut poursuivre la dynamique de recherche en France. On est un petit peu à la traîne, mais il y a une bonne dynamique qui s'installe. Et donc c'est 2 ans. Ensuite, on réintègre le service en question dans notre mention. Moi, en l'occurrence, c'était urgence. Pour l'instant, on n'est qu'une quinzaine en France. Donc en juillet prochain, on va être une centaine en France. Et j'espère qu'on ait tout d'abord amélioré le flux patient et aussi épauler nos urgentistes qui sont un petit peu en souffrance. Donc c'est vraiment une aide précieuse pour le patient et pour les urgentistes. Eh bien, on vous remercie. Bravo. C'est par ici. Pardon. Rubrique suivante. Les pharmaciens ou les membres de l'équipe officinale. Avec 4 nominations. Nominés, pas tout de suite. Actualité pharmaceutique, le journal de pharmacologie clinique, la lettre du pharmacologue et le moniteur des pharmaciens. Et le gagnant, actualité pharmaceutique. On accueille le docteur Arthur Pirot. Évaluation de la satisfaction des Français à l'égard de la vaccination Covid-19 en officine. Venez, bravo. Vous êtes docteur en pharmacie à l'université d'Angers. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est bien de se dire qu'on teste la vie de la population. C'est vrai que à partir de 2021, les pharmaciens ont été mis à l'épreuve, en quelque sorte, d'une vaccination directe. Donc, c'était quand même une aide considérable. À l'époque, combien d'officines ont accepté de faire ce travail ? Au tout début de l'étude, on en avait à peu près 400 sur toute la France qui avaient accepté et 120 à peu près qui ont participé de manière active en pleine pandémie et donc qui croulaient sous la charge de travail. Donc je les remercie une nouvelle fois ce soir. On sait combien de vaccins ont été faits, en gros, par le biais des pharmaciens ? C'est très difficile d'avoir les chiffres. Je les ai eus qu'à la fin, mais ça a été une montée exponentielle parce qu'il fallait que les pharmaciens soient formés aussi à l'acte. Et donc, c'était la ruée vers les formations certifiantes. Au début, les centres de vaccination étaient quand même prédominants parce qu'ils avaient un accès aux doses plus facile. Mais là, si je parle à ce jour, je pense qu'on réalise à peu près 98% des vaccinations Covid en tant qu'officinaux. Avec les médecins, ça se passe bien ? Ça se passe très bien parce qu'ils ont vite compris que c'était très compliqué à gérer et les stocks et la chaîne de froid et la traçabilité et l'accès aux logiciels en ligne qui bug très régulièrement. Il faut le dire. Il faut le dire, si vous entendez. Alors, autre question, bien évidemment. Covid, oui. Grippe, oui. Et les autres vaccins ? Eh bien, depuis l'arrêté d'août 2023, nous pouvons en fait prescrire et administrer en fait la plupart des vaccins qui sont dans le calendrier vaccinal, les vaccins inactivés uniquement. Donc, il y a vraiment une formation à avoir aussi, mais la prescription et l'administration est possible en officine, moyennant aussi les difficultés d'accès aux informations et surtout l'historique du patient. Et donc, globalement, pour revenir à votre étude, parce que c'est quand même pour ça, et cet article-là, que vous avez eu ce prix, les gens sont contents ? Ils sont extraordinairement contents. J'ai presque envie de dire trop contents. Ça nous a contraints dans les analyses parce qu'il n'y avait pas assez de personnes qui n'étaient pas contentes pour comparer les groupes. C'est bête de faire 2 groupes et il n'y a personne dans un groupe, c'est vrai ? Mais non, ça a été très riche d'enrichissement. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a pu lancer l'étude dès les premiers jours de la vaccination en France. Et ce que ressortait des patients, c'est que c'était vraiment une facilité à toute épreuve. Pas besoin de passer dans des centres. Ils connaissaient l'équipe officinale, c'était beaucoup moins stressant et beaucoup plus facile d'accès, notamment pour les personnes âgées, mobilité réduite, etc. Arthur Pirot, merci beaucoup. C'est une intervention qui devait faire plaisir aussi à Jean-François Delfraissy, qui militait fortement pour que tous les professionnels de santé puissent faire cette vaccination. Ça fait du bien d'avoir quitté le conseil scientifique. Vous avez plus de temps pour vous. Voilà les disciplines suivantes. Les vétérinaires, avec 3 publications. Le nouveau praticien vétérinaire pour 2 articles et la revue vétérinaire clinique. Et le gagnant est le nouveau praticien vétérinaire, voilà,
avec un travail relativement spécifique, puisque ça concerne les complications de la chirurgie oculaire chez le cheval, avec en fait un dossier très complet, mais la première partie était consacrée aux annexes de l'œil et à la chirurgie du globe oculaire. Alors c'est Alain Régnier, normalement, qui aurait dû être là, mais qui n'a pas pu nous rejoindre, de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, mais qui, bien sûr, a tenu à vous dire un petit mot. Alain Régnier de Toulouse. Bonsoir, je m'appelle Alain Régnier et je représente les auteurs de l'article sur les complications de la chirurgie oculaire chez le cheval. Première partie, chirurgie des annexes et chirurgie du globe oculaire, qui a été récompensée par le prix éditorial dans la catégorie vétérinaire. Nous en sommes bien évidemment très heureux et fort honorés, et nous tenons à remercier vivement les membres du jury qui ont voté pour notre article. Ce dernier prend place dans un numéro hors série de la revue Le Nouveau Praticien Vétérinaire, consacré aux complications associées aux chirurgies chez le cheval. Et la partie ophtalmologique nous a été confiée puisqu'il s'agit de notre spécialité. L'existence de cet article se justifie de différentes façons. La première, c'est qu'il n'existe pas un tel document en langue française, alors qu'il en existe déjà en anglais. Et le deuxième, c'est l'importance du sujet lui-même, puisque les complications peuvent survenir en cours d'intervention des cours de la chirurgie, et qu'il est donc important d'informer les vétérinaires sur les façons de prévenir ces complications ou bien de les soigner si elles surviennent malheureusement. Alors pour cela, eh bien, nous avons mêlé notre expérience clinique aux données de la littérature de façon à faire un document le plus complet, le plus didactique possible, tout en restant proche de la clinique et du terrain. Alors cette publication a été un travail d'équipe et je tiens à remercier ici tout d'abord mes co-auteurs, Mathilde Goetz et Jean-Yves Doué du service d'ophtalmologie de l'école vétérinaire de Toulouse. Je tiens également à remercier Michael Robert pour son rôle de relecteur. Je tiens bien sûr à remercier chaleureusement Oriane Ustrel et Florence Le Sueur pour la qualité de ce document qui est un élément essentiel et supplémentaire incitant à le lire. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, on peut applaudir, en effet, on transmettra. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Oriane Urstel pour rédactrice en chef des 3 revues, donc elle était sûre de gagner. Et donc, voilà. Juste peut-être un petit mot, parce que quand même, si vous faites que passer, c'est pas drôle. C'est quand même très spécialisé ce qu'on nous raconte là. Donc ça veut dire que la microchirurgie de l'œil, ça existe également chez les animaux ? Effectivement, je serais bien normal de vous parler du fond, puisque je ne suis moi-même pas vétérinaire. On parle de la forme. Mais dans vos revues, c'est maintenant une place importante d'avoir ces aspects de chirurgie et de microchirurgie ? Oui. Oui, et c'est vrai que dans ce dossier très complet sur toutes les complications associées aux chirurgies, de façon transversale sur toutes les pathologies qui peuvent se présenter, on a découvert, j'ai découvert, puisque je ne suis pas vétérinaire, des capacités techniques et une réalité scientifique très pointue sur ces domaines. Donc, très bien, donc on a également de l'excellence chez les vétérinaires. Merci beaucoup. Et nous attaquons également une catégorie qui est un petit peu nouvelle, qui se nomme autres professionnels de santé ou autres professions de santé, et qui regroupe en fait les aides-soignantes, manip radio, podologues, orthoptistes. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire une catégorie par spécialité de professionnel de santé, mais c'est normal de pouvoir accéder en fin de compte à concourir. 3 publications dans ce domaine, l'aide-soignante, la revue du podologue et la revue francophone d'orthopsie. Et le gagnant, eh bien, c'est la revue francophone d'orthopsie et on accueille Marianne Vidal. Place de la mémoire en orthopsie. Voilà, venez, venez. Vous voyez bien tout, les marches, tout ça va ? Oui, bon, très bien, parfait. Parfait, c'est parfait. Non, mais parce que... Alors, première question quand même, bravo d'abord. Première question, redites-nous un petit peu le périmètre de l'orthoptiste et le combat permanent avec l'ophtalmologiste. On n'est pas en combat.
Ah bien. Nous sommes justement Alors, votre périmètre. en association. Donc, nous traitons aussi bien les enfants que les adultes, donc de quelques mois de vie à nos grands seniors. Nous faisons énormément, d'abord, parce que la priorité, c'est déjà de ne pas sentir du tout que l'on utilise ses yeux, que la vision est totalement parfaite. Donc déjà, on va vérifier quoi ? On va vérifier ce qu'on appelle la réfraction. On va vérifier justement est-ce que votre vision est correcte ou pas. Et après, on va vérifier si vos muscles fonctionnent également. Et je vais faire une phrase toute bête qui est souvent reprise. On ne voit pas avec ses yeux, on voit avec son cerveau. Donc l'orthoptiste, elle va utiliser aussi toutes les connaissances neurologiques pour justement pouvoir développer chez l'enfant, chez l'adulte ou la personne plus âgée, toute cette bonne vision. Alors, la mémoire, de façon précise, quel est le lien? C'est une porte d'entrée? C'est effectivement une porte d'entrée. La sensorialité, donc l'œil, permet justement de capter l'information de notre environnement et de pouvoir l'intégrer, l'analyser par notre cerveau. La mémoire, c'est une fonction cognitive de très haut niveau. Et si cette entrée est mal perçue, donc si votre vision est floue, si vous avez mal bougé vos yeux pour explorer votre environnement, à ce moment-là, vous avez justement cette difficulté de pouvoir encoder, stocker et avoir une mémoire correcte. Donc, trouble de la mémoire, il faut vérifier les yeux? Je pense. Mais pas que. Mais pas que, il y a aussi le reste. Et donc, aujourd'hui, les orthoptistes, il y en a combien en France d'ailleurs? On est un peu plus de 4000. Après, on est répartis entre les hôpitaux, entre le libéral et en mixité. Et notamment, on fait beaucoup l'aide à la consultation avec les ophtalmos. Dernière petite question, on a un accès direct à l'orthoptiste et on est remboursé ou pas? Ce n'est pas en accès direct. Une partie est en accès direct concernant les lunettes, mais uniquement de 16 à 42 ans. On va être en accès direct sur le dépistage également chez les enfants. Mais après, tout ce qui va être plutôt pris en charge rééducative, et quel que soit le type de rééducation, on est beaucoup plus... là, on passe par un médecin qui va prescrire un bilan orthoptique pour pouvoir évaluer un petit peu les dysfonctionnalités donc, de la vision de la personne. Il y a une prise en charge? Il y a une prise en charge, effectivement. Par la Sécurité sociale? Tout à fait. 60% par la Sécurité sociale, pour le système mutuel, 40%. Voilà. Soyons précis. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous terminez votre article d'ailleurs par ce proverbe français, l'œil ne voit rien si l'esprit est distrait. Ce qui n'est pas le cas ce soir, bien évidemment. Et nous passons à la rubrique suivante, santé publique ou économie de la santé. Six nominations, Annales de biologie clinique, le bulletin de l'Académie nationale de médecine, Égora, donc le panorama du médecin, la revue du Prat, le généraliste et l'information psychiatrique. Et le gagnant est la revue du praticien avec une coût des médicaments, une menace pour notre système de santé. Beaucoup de personnes pourraient en parler. Et c'est Gilles Bouvenot qui est, alors qui n'est pas avec nous ce soir, qui est à Marseille. Vous le connaissez, il est professeur émérite de la faculté de médecine de Marseille. Et donc, eh bien, on lui a posé 2-3 questions. Comme toujours, Gilles Bouvenot est un petit peu long, mais il est passionnant. Gilles Bouvenot. Je vous souhaite le bonsoir. Je souhaite tout d'abord vous dire que je me sens très honoré d'avoir obtenu ce prix éditorial santé publique et vous dire aussi combien je regrette de ne pas être parmi vous et de n'être parmi vous que par écran interposé. En tout cas, je suis de cœur avec vous. Les médicaments ont un prix fixé à la suite de négociations entre le Comité économique des produits de santé et les industriels. Le prix n'est pas libre, bien entendu, il résulte de cette négociation. Mais j'attire votre attention sur le fait que cette négociation n'est pas aussi libre qu'on pourrait l'imaginer, puisque lorsqu'un nouveau médicament obtient une note de progrès majeur, important et jusqu'à modéré, le prix français va être déterminé dans une fourchette entre les prix allemands et britanniques, espagnols et italiens.
Le degré de liberté du CEPS est donc un peu limité. Et nous sommes tributaires des prix de ces 4 autres pays pour avoir le nôtre. Le problème qui nous préoccupe tous, tout au moins ceux qui s'occupent du médicament et de la soutenabilité de notre effort dans le domaine. Un certain nombre de médicaments nouveaux, considérés à juste titre comme des progrès, ont été proposés à des prix qui peuvent être considérés parfois comme exorbitants. Le problème est que nous avons un budget contraint et que si nous voulons faire face au coût de l'innovation, il faut et il a fallu tirer vers le bas pour réduire les dépenses, tirer vers le bas les prix des médicaments anciens dits matures, mais avec les conséquences délétères que l'on connaît déjà. D'autre part, ce qui est préoccupant, c'est que non seulement les nouveaux médicaments apportant un progrès thérapeutique sont proposés à des prix élevés, mais ces médicaments, nous savons, seront de plus en plus nombreux. Ils sont actuellement dans les tuyaux. Ils vont toucher de plus en plus de patients. La population cible va augmenter. Et les durées des traitements, fort heureusement pour un certain nombre de malades atteints de cancer, sont des durées qui se prolongent au point que certains cancers sont des maladies chroniques. Donc on peut se demander si nous pourrons longtemps, dans un cadre de budget contraint, nous payer ces médicaments exorbitants du point de vue du prix. D'autant que certains prix semblent déconnectés, certaines revendications de prix semblent déconnectées, d'une part, du coût de la recherche et développement des firmes et du juste retour sur investissement, et d'autre part, des performances qui sont observées ultérieurement avec ces nouveaux médicaments dont on nous dit toujours monts et merveilles au moment du lancement et qui n'ont quelquefois pas tenu leurs promesses. Voilà, merci à lui. Et on appelle Juliette Schenkeri, rédactrice en chef de la Revue du Praticien, pour récupérer le trophée qu'elle transmettra, voilà, à notre ami marseillais. On l'applaudit aussi parce que la Revue du Prat, c'est quand même... ça nous a bercé, même nous. Voilà, tenez, prenez votre petit. Vous avez un petit mot à nous dire ou pas du tout? Vous allez bien? Bon. Très bien, vous aussi. Voilà, la Revue du Prat, c'est bien? La Revue du Prat, c'est super. Et, ça existe depuis combien de temps, tiens? Plus de 70 ans, puisque nous avons fêté les 70 ans il y a quelques temps déjà. Donc je n'étais pas là au début, mais je compte bien continuer à accompagner vaillamment la Revue du Praticien et accueillir des auteurs tels que le professeur Bouvenot qui nous a fait l'honneur de cet article. Il est ravi, nous aussi, d'avoir eu ce prix. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous passons à la vie professionnelle. C'est une rubrique un petit peu moins, j'allais dire, technique et spécialisée. C'est plus l'environnement du travail d'un professionnel de santé. Et pour ce faire, nous avons 4 publications. Correspondance en métabolisme, hormones, diabète, nutrition, quotidien du médecin, idée comme information dentaire et l'orthodontiste. Et la revue gagnante, c'est l'information dentaire, idée. Et nous accueillons le docteur Michel Reiners. Venez, venez, vous êtes rédactrice en chef de l'idée de l'information dentaire et vous exercez à Liège. Les prix sont européens, faut qu'on le dise. Alors, je veux dire que quand j'ai lu l'article, je me suis dit, oh là là, oh là là là. Alors vous allez nous expliquer quand même, le titre, je vous le dis, c'est négligence, maltraitance, comment agir. Je veux dire, bon, ça je comprends par rapport aux enfants et tout, mais on commence à dire, ah non, c'est la carie précoce de l'enfance qui pose problème. Alors là, il faut nous faire traduisez-nous ça. Alors, pourquoi carie, je pense que tout le monde... Carie, ça va, enfance, ça va, et précoce, ça va. Oui. Mais en quoi ça a à voir avec négligence et maltraitance? Eh bien, en fait, il y a certains cas où la négligence des parents amène à ne pas avoir les bons réflexes nécessairement. Et par exemple, le cas qui est illustré dans l'article, c'est une petite fille qui, pendant toute son enfance en tout cas, a reçu un biberon avec de la grenadine tous les soirs pour s'endormir. Ouais. Alors c'est bon,
mais on sait quand même l'effet du sucre sur les dents et l'impact sur la carie. Et donc, c'est cette habitude qu'elle a prise et cette malveillance, je veux dire, d'une certaine manière, en pensant bien faire, bien sûr, de son point de vue. Et puis on voit l'effet catastrophique que ça a fait, puisqu'il a fallu complètement enlever toutes les dents du maxillaire supérieur de l'enfant, qui s'est retrouvé denté avec une prothèse amovible, comme en général. Oui, mais est-ce que c'est grave? Parce que c'est des dents provisoires. Question du béotien absolu. Bien sûr, oui. Bon, ben voilà, je ne vais pas vous donner un cours pour vous expliquer l'importance que ça a de garder. Dites-nous en 2 mots, c'est important pour les parents qui ne savent pas. C'est le fait que la dent de lait va quand même garder la place pour la dent définitive et que si on enlève, ça va être complètement catastrophique et ça va poser des problèmes d'éruption, d'ordre d'éruption et puis par la suite de placement et puis il faudra un traitement d'orthodontie. Enfin voilà, ça va être très complexe à gérer par la suite. Mais comment vous allez jusqu'au terme de maltraitance? C'est maltraitance par omission dans ce cas-là, par mauvaise information. Je pense que c'est aussi dans des milieux un petit peu défavorisés où on croit que c'est bien, où on ne fait pas nécessairement attention aux conseils. Et puis aussi dans l'article qui est illustré, lorsque la patiente, donc la maman de la petite patiente est au courant du problème et qu'on lui dit qu'il faut faire sous anesthésie générale cette intervention, elle ne vient même pas se présenter. Donc on se rend compte à ce moment-là qu'il y a un problème aussi et c'est de là qu'il faut avertir les instances qui peuvent nous aider justement, puisqu'on est un peu sentinelle en tant que chirurgien. Donc vous allez éventuellement jusqu'à faire un signalement? Oui, bien sûr. Je pense que, pour les enfants, ouais. Pour les enfants, évidemment, il y a aussi, je parle de ça parce que tant qu'on y est, pour aussi les maltraitances aux femmes. Il y a aussi une formation d'ailleurs qui est obligatoire pour les chirurgiens dentistes de se former justement à essayer de dépister tous les types de violences qui peuvent exister, que ce soit bien sûr au niveau des enfants, mais au niveau des femmes aussi. Donc, vous pensez qu'en France, les chirurgiens dentistes sont aussi alertés que vous l'évoquez en Belgique? Écoutez, je pense que à la limite, vous l'êtes plus en France qu'en Belgique, parce qu'en Belgique, on n'a pas d'obligation de se former à ce niveau-là. Alors qu'en France, il y a cette obligation, oui, de se former par rapport. Voilà, nous sommes rassurés. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous passons maintenant à la revue des congrès, en quelque sorte, c'est-à-dire les meilleurs comptes rendus de réunions scientifiques ou de congrès. Et là, nous avons 3 publications. Ça, c'est du sérieux. Correspondance en oncohématologie. Le reste aussi, mais là, vous allez voir, il va falloir une traduction. Correspondance en oncohématologie, la lettre du scénologue et la revue de la pratique avancée. Et donc, la revue qui a gagné, ce sont les correspondances en oncohématologie. On accueille le docteur Sylvain Choquet, qui dirige le service d'hémato à la Pitié-Salpêtrière. Et il est également le rédacteur en chef adjoint de correspondance en oncohématologie. Et il vient accompagner, comme ce n'était pas prévu. C'est marqué? Non, ce n'était pas marqué dans mon conducteur. Voilà. Bonjour madame, enchanté. Vous êtes qui madame? Eh bien voilà, très bien. Mais excusez-moi, je ne vous connaissais pas. Pourtant, j'ai fait tout à la Salpêtrière, mais il y a tellement longtemps. Voilà. Donc, venez un petit peu aussi au milieu. Voilà. Donc, le titre, je vais quand même le lire tel qu'il est, Les immanquables de l'ASCO et de l'EHA 2022 sur la leucémie lymphoïde chronique. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en français, si c'est possible, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les médicaments ont tous des noms un petit peu particuliers. On commence par monsieur, ça ne vous ennuie pas? C'est indélicat, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fin de compte, dans ce congrès qui vous a autant intéressé et que vous avez mis en valeur? Alors déjà, juste pour expliquer la participation en binôme, c'est Marie-Christine qui est biologiste et moi clinicien. Donc il y avait une certaine logique. Binôme assez logique, oui. Voilà. Donc pour les nouveautés, elles sont un petit peu progressives. En un mot, la leucémie lymphoïde chronique. La leucémie lymphoïde chronique, donc comme son nom l'indique, c'est une leucémie, donc une infiltration de la moelle osseuse par des cellules qui sont en l'occurrence des lymphocytes, et chronique parce que ça va évoluer sur des années et parfois on n'a pas du tout besoin de le traiter. Globule blanc qui déconne. Voilà, maladie relativement rare sur le plan national, fréquente pour l'hématologue. Très bien. Et donc là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est-à-dire, est-ce qu'en fin de compte, il y a de nouveaux médicaments, une nouvelle stratégie, une nouvelle prise en charge? Bien sûr, sinon il n'y aura pas d'évolution dans la médecine. Donc les grandes évolutions récentes depuis quelques années, c'est la disparition quasi complète de la chimiothérapie au profit des thérapies ciblées et de l'immunothérapie.
avec des nouvelles molécules progressivement au fil des ans. Et donc, ça se concrétise par, en fin de compte, de meilleurs résultats et une meilleure espérance de vie. Oui, sinon, alors espérance de vie, c'est un peu plus délicat. Voilà, meilleurs résultats, oui, des survies prolongées meilleures, moins de toxicité. Une meilleure qualité de vie. Exactement. C'est ça le point important. Avec des thérapies orales souvent. Et donc, vous avez participé, vous, sur le plan biologique. Sur le plan biologique, qu'est-ce qui évolue en fin de compte? C'est plus la recherche fondamentale, c'est plus la recherche clinique, c'est plus la recherche avec les médicaments. Qu'est-ce qui est le plus significatif aujourd'hui dans ce domaine de l'hémato? Alors, ça avance dans tous les domaines, mais sur ce numéro, moi, j'avais pris 5 focus particuliers qui est vraiment de la recherche fondamentale, avec des espoirs d'applications thérapeutiques qui sont encore en phase préclinique. Donc, beaucoup de modèles murins, des analyses de génomique, vraiment des choses qui sont en amont encore de l'évolution vers la pratique clinique. Mais il y a des pistes nouvelles encore qui se développent, même si ça a été très important dans les dernières années dans cette maladie, ça continue. Donc l'oncohématologie a un bel avenir et les patients aussi, surtout. Oui, c'est sûr. C'est efficace. Oui. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi clair et bravo. Rubrique suivante, les travaux originaux en médecine. Avec 5 publications. Les annales de dermatologie et de vénérologie, les annales françaises de médecine d'urgence, bulletin du cancer, et il nous en manque encore 2 absolument, périnatalité et psycho-oncologie. Voilà, je vous laisse un peu, je vais peut-être un petit peu vite, je ne vous laisse pas lire forcément, mais c'est vrai qu'il y a plein de titres qui sont tout à fait passionnants. Et les gagnants, annales françaises de médecine d'urgence. Et nous accueillons le docteur Claire Edange de Reims, qui va venir jusqu'à nous. Signalement des violences conjugales aux urgences d'un centre hospitalo-universitaire. Voilà, donc vous avez fait un article après avoir travaillé une étude. Cette étude, en fait, avec quelle... Venez vers moi, parce que les lumières sont là-bas. Vous êtes beaucoup plus jolie encore. Voilà. Quel était l'objectif de cette étude? En fait, moi, je suis arrivée dans le service des urgences avant la mise en place du signalement, qui s'est développé quelques mois plus tard. Et l'objectif, c'était surtout de voir s'il y avait un intérêt réel à faire ce signalement aux urgences. Le signalement est fait par la patiente, est fait par l'hôpital, est fait par qui? Alors, c'est fait en collaboration avec les patients et le médecin urgentiste qui le prendra en charge à ce moment-là. Et donc, ça veut dire que là, ça fait partie de, bien sûr, bon, il y a la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique. J'imagine que c'est toute une équipe qui prend en charge ce genre de personnes. Alors, je disais femmes, mais c'est plus femmes qu'hommes, mais il y a les deux? Il y a les deux, oui, bien sûr. Il ne faut pas les oublier. Il y en a peu, mais il y en a quand même. Et donc, la démarche veut que rapidement, on engage ce signalement, ou c'est a posteriori, une fois que, j'allais dire, le choc est passé? En fait, ça va être conjointement à la prise en charge médicale aux urgences. Bien sûr, on traitera les lésions graves pour lesquelles ils consultent, et ce sera fait dans un second temps avec la rédaction des certificats initiaux, etc. Et donc après, qu'est-ce qui se passe sur le plan juridique? Alors, on n'a pas trop le retour du plan juridique, malheureusement. On sait que tous les signalements sont envoyés au procureur de la République, que lui va les analyser, voir s'il y a des situations d'urgence immédiate, auquel cas il mettra en place une ouverture pénale. Mais après, pour le reste, on n'est malheureusement pas trop au courant. Et donc, quand vous suggérez, je pense que vous suggérez en fait aux personnes de faire un signalement, oui. Quelle est l'adhésion, quel est l'accueil, est-ce qu'il n'y a pas une réticence d'emblée en disant ça va être compliqué? Comment ça se passe? Parce que c'est quand même ça l'élément clé. Non, au contraire, on a eu plutôt un bon accueil du signalement, parce qu'en fait, on explique aux patients que ce n'est pas une plainte aux forces de l'ordre, c'est plutôt une première démarche judiciaire qui a été beaucoup plus facilement acceptée. Après, on garde toujours des patients qui sont réticents à l'acceptation du signalement, mais on en a eu peu finalement. Oui, parce qu'en fait, vous dites qu'il y a en gros 70% des personnes qui ont accepté ce signalement. Ouais. Et ça se fait partout, parce que là, on voit dans le signalement maintenant est quelque chose qui est passé dans tous les services d'urgence, d'accueil d'urgence. Le signalement est mis en place? À ma connaissance, non. Tous les services d'urgence ne font pas le signalement. Nous, on a quelques CH en Champagne-Ardenne, mais pas tous. Voilà, donc les bulles et le signalement. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et nous attaquons l'innovation éditoriale.
innovation. Bon, donc, ce n'est pas uniquement un article traditionnel, il y a des choses un petit peu différentes. Et on va savoir quoi. Avec donc la revue Anesthésie-Réanimation, la correspondance en oncohématologie, et puis le généraliste et le podcast du généraliste. Et donc, le gagnant, la revue gagnante, c'est Anesthésie et Ah, j'en ai oublié, pardon. Mais oui, il y en a 6, excusez-moi. Vous vous rendez compte? Quelle erreur. Alors, nous avons idée également. Je ne sais pas pourquoi Claudie Damour-Terrasson me disait, mais attends, il y en a encore. Mais oui, bien sûr, il y a la formation dentaire, bien évidemment. Et puis donc ici, PVE, pratique vétérinaire équine, chirurgie de l'utérus. C'est assez joli comme couverture, hein, ça accroche. Et le premier canal d'information pédagogique dédié à la thérapie génique, MyCanal TG comme thérapie génique. C'est bon? Allez, on y va. Donc, le gagnant est anesthésie et réanimation. On accueille le professeur Jean-Yves Lefranc sur les fiches flash. Jean-Yves Lefranc nous vient du CHU de Nîmes, mais il n'est pas tout seul non plus, très bien. Décidément, Benoît, s'il te plaît, la prochaine fois, tu nous dis qui vient, parce que là, ce n'est pas possible. Je suis ravi, hein. Plus on est de monde, mais quand même, parce que je ne peux pas accueillir bien. Oui. Alors, je ne suis pas tout seul, parce que si vous avez bien vu l'affiche, mon nom n'apparaît pas. Parce que moi, je suis le rédacteur en chef. D'accord. J'ai essayé d'organiser le travail des jeunes. Donc, Marc-Olivier Fischer, qui était à l'origine de ce fiche flash. Et maintenant, la professeure Alice Blais, qui s'en occupe au quotidien. Donc en fait, pour tout ce qui est réalisation, c'est Alice à qui il faut poser des questions. Et pour l'organisation et les conséquences qu'a eu ce petit groupe de la social media team ou de l'équipe des réseaux sociaux, c'est à moi qu'il faut poser des questions. Je vais laisser le micro, puis moi je vais dans la Voilà. salle. Hein, voilà, ça me paraît bien. Voilà, donc on réglera ça avec Benoît, il n'y a pas de problème. Non, la première question, c'est en fin de compte, pourquoi vous avez mis en place une fiche flash? Ça c'est vous ou c'est madame? C'est plutôt Alice, je pense. Je vais vers Alice, bien volontiers. Eh bien, pourquoi une fiche flash? Parce que la communication, vous le savez probablement, notamment sur les réseaux sociaux, c'est visuel. Et donc, si vous voulez que votre actualité soit partagée, votre contenu, eh bien, il faut du visuel. Il faut du visuel qui accroche. Il faut pouvoir le partager à la fois sur plusieurs contenus, sur un smartphone, sur un ordinateur, que votre revue soit feuilletée. On se dit, waouh, c'est super, ça, je vais l'afficher dans mon service, ça résume en 3 points et c'est génial. Et donc, c'est flash. Comment c'est construit la fiche flash alors? La fiche flash, c'est construit par des thématiques, souvent sur des choses qui sont assez bien structurées, où il va y avoir des recommandations. 2-3 exemples. Voilà, une conduite à tenir, par exemple, sur les blocs en anesthésie loco-régionale. Sur les dernières blocs à la mode, les recommandations, ou alors sur une prise en charge hémodynamique, respiratoire, enfin toutes les thématiques de notre spécialité qui est assez vaste. Et donc ça veut dire que là, vous utilisez beaucoup plus l'aspect numérique des choses? Tout à fait, c'est pour ça qu'on a mis des jeunes et c'est pour ça qu'en fait, cette social media team, moi j'en suis à la cabine téléphonique où on mettait des pièces de 5 francs. Ne parlez pas du Minitel, allez-y, voilà. Continuez, oui. Et donc ça nous permet aussi d'insuffler régulièrement des jeunes dans l'équipe éditoriale et ça fait beaucoup de bien parce que ça révolutionne un petit peu les idées. Est-ce que ça se fait qu'en anesthésie-réanimation? Il y a d'autres disciplines qui utilisent ce genre de support? Alors l'idée, elle vient en fait qu'il y a beaucoup d'équipes de réseaux sociaux ou de social media team qui se développent et qui font ce qu'on appelle des visual abstracts, donc qui résument un article sous forme visuelle. Et donc nous, on a eu l'idée d'étendre le concept à ces fiches flash. Voilà. Donc il y a plusieurs disciplines. Je ne saurais pas vous dire lesquelles parce que forcément, je m'y intéresse moins que la mienne, désolée. C'est bien. Mais il y en a d'autres. Et donc vous avez plein d'informaticiens, vous avez un homme de réseau? Alors non, nous avons des bénévoles. Ah, c'est bien ça. Des médecins de terrain qui travaillent et qui se sont spécialisés aussi dans la conception visuelle et qui ont des aptitudes graphiques pour créer ces contenus qui vont attirer les gens à lire la revue, à diffuser le contenu et à nous faire connaître. Voilà, c'est parfait. On aurait bien aimé voir la fiche flash, mais on ne l'a pas vue. C'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous attaquons les moments encore plus importants, et je vais avoir le plaisir d'accueillir à la tribune votre président, Loïc Guillevin, sous vos applaudissements renouvelés. Donc Loïc, d'abord, bien sûr, un petit mot d'introduction par rapport au travail fourni, par rapport, j'allais dire, est-ce que cette année, cette saison était excellente, meilleure que l'an dernier, moins bonne que l'année prochaine? Alors moi, je vais noter la dernière année très bien, l'an dernier, cette année très très bien, et l'année prochaine, sûrement encore mieux. Ça sera encore excellent. Quelques mots sur tous ces textes, et je crois qu'il y avait quelques réflexions. Quelles sont les réflexions que
que vous apporte un petit peu ce florilège d'articles de qualité? Alors, je ne sais pas si je commence par donner les prix ou si je fais on va faire un peu de suspense, un petit discours d'abord, voilà, une petite pause. Alors d'abord, je vais remercier le jury parce qu'il y a quand même 154, je crois, articles. Moi, je les ai tous lus. C'était quand même parfois un peu difficile parce qu'il y a des articles extrêmement techniques. Mais le jury a été absolument remarquable. Beaucoup de présence, beaucoup d'échanges. Je vous dois dire que des discussions, des débats acharnés, notamment pour les prix que vous allez bientôt connaître. Et remarque plus générale, l'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, j'avais parlé de l'université et de tout l'intérêt que ces articles en français pouvaient avoir pour les praticiens, pour les étudiants, et devaient être reconnus, à mon avis, dans les classements universitaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si nous avons beaucoup avancé, mais on finira par avancer. Et je voulais ajouter autre chose, c'est que pour que ces articles pénètrent vraiment le monde universitaire, et puis ensuite avec toutes les retombées en pratique libérale ou non libérale d'ailleurs, eh bien, il fallait améliorer la qualité des articles. Et comme ici, on a un public d'éditeurs, de rédacteurs en chef, mais aussi d'auteurs, je crois qu'il faut souligner la grande difficulté que nous avons tous. Moi-même, j'ai été rédacteur en chef de la presse médicale, de médecine interne et d'autres titres. Et c'est la difficulté que nous avons à trouver des lecteurs pour relire les articles. Aujourd'hui, on fait souvent ça en interne. Et donc, il faudrait qu'on essaye de fidéliser un certain nombre de personnes qui acceptent de relire les articles et de les critiquer. Il faut aussi faire un effort sur la présentation. Alors, il y a énormément de progrès qui ont été faits au cours des dernières années, il faut bien le dire. Les revues sont devenues très agréables. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des revues un peu plus difficiles à lire. Et quand on a à nos âges un peu de cataracte, tout ça, ça devient quand même un peu complexe. Donc, je crois qu'il y a des efforts encore que l'on peut faire. Et j'insiste toujours sur le fait des acronymes et des abréviations dans les titres des articles que je critique toujours beaucoup, y compris pour aujourd'hui les IPA. Parce que si tout le monde sait dans la salle ce que c'est, surtout maintenant, eh bien je pense qu'avec un micro-trottoir, eh bien on ne saurait pas exactement ce que c'est. Donc il faut diffuser l'information, et diffuser l'information, c'est aussi la diffuser très clairement. Et on a vu des articles de très bonne qualité, notamment aujourd'hui, mais qui avaient encore des titres contenant des abréviations, ce qui ne doit pas être fait. Donc il faut continuer à améliorer les articles, et c'est comme ça que l'on va gagner un public qui aura encore plus qu'aujourd'hui envie de nous lire. Et puis il faut coller, bien sûr, aux demandes, et là, je crois que toutes ces catégories de journaux qui ont été reconnus, qui ont été primés, montrent que on peut avoir un papier pour chaque public. Et donc, il faut essayer aussi, je pense, d'avoir le public des étudiants, qui sont les futurs lecteurs, finalement, qui sont formés en ville. Autrefois, quand je faisais mes études de médecine, et Alain aussi probablement, on était tous abonnés à un certain nombre de revues médicales. Ça faisait partie, à côté des livres. Bon, maintenant, il y a d'autres moyens, bien sûr, d'information. Mais il ne faut pas oublier les revues médicales, et je pense que le public des jeunes, toutes professions confondues dans le domaine de la santé, eh bien, mérite d'être, on va dire, contacté et essayer d'être incité à lire quand même une littérature excellente. Et les 2 prix que nous allons donner vous montrent à quel point c'est le cas. Donc voilà ce que je voulais vous dire comme petit message avant de donner les 2 prix. Alors, on y va. Allez, le prix spécial du jury. Le prix spécial du jury. Alors, c'est un essai de prospectif. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup d'articles de revues, et c'est très bien, des revues générales, des éditoriaux, des réflexions, des mises au point. Mais là, il y avait un article tout à fait excellent, qui est « L'alerte dans le logiciel des médecins généralistes permet-elle une augmentation de la participation au dépistage du cancer colorectal, une étude randomisée monocentrique ». Alors je pense qu'il faut absolument souligner l'importance de tels travaux.
Alors, ce n'est pas lié nécessairement au résultat, car on va voir qu'il y a peu de différence entre les deux groupes, mais ce qui est négatif est toujours un résultat qui mérite d'être communiqué, car on va en apprendre, on va retirer beaucoup de choses pour la suite. Et si je vais appeler peut-être le lauréat, ou c'est la lauréate, le docteur Alix Borderiou, qui est, j'espère, dans la salle pour recevoir le prix. Frédéric Chevalier aussi, je crois qu'ils sont tous les deux. Voilà, là je suis au courant, vous voyez, ça qui tombe bien. Ils sont deux. Et on va les interroger sur leur article. Bonjour. Voilà, vous avez ici le grand jury. Voilà. Alors d'abord, c'est la faculté de médecine de Bobigny aussi. Alors c'est une faculté que j'ai connue depuis sa naissance. Et 1969, je m'en souviens encore. Moi, j'étais jeune interne à l'époque, faisant fonction d'interne d'ailleurs. Et j'ai vu se développer cette faculté où j'ai été professeur pendant une bonne vingtaine d'années. Donc, je suis très heureux que ce soit vous qui ayez été choisi, mais ce n'est pas pour ça qu'on vous a choisi, bien entendu. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. On vous a choisi, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je l'ai découvert qu'après, mais vraiment, votre travail mérite cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer les conclusions, et notamment ce 13 versus 16%? Très rapidement, donc pour vous schématiser, on a fait 2 groupes dans notre maison de santé où on a mis dans un groupe, dans les dossiers, une alerte qui s'affichait au moment où on ouvrait le dossier du patient pendant la consultation de médecine générale, qui était une courte phrase « Dépistage du cancer du côlon à proposer » pour des patients qui avaient l'âge du dépistage organisé, donc entre 50 et 74 ans. Ces fameuses conclusions, donc, elles ne sont pas significatives, effectivement, mais il y a quand même une petite différence, une tendance qui tend à montrer que cette alerte a un effet bénéfique sur la réalisation du dépistage par les personnes à la suite de consultations avec leur généraliste. Je rappelle que les chiffres actuels, c'est quand même de l'ordre de 34,6%. Oui, alors c'est très peu en France, c'est très peu. Et comment faire pour améliorer cela? Parce que l'éducation... Alors effectivement, l'objectif qui est mis est à 45%, donc on est très 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 loin des objectifs. Et pourtant, c'est un test qui, à la différence de la mammographie, est pas douloureux a priori, facile à réaliser chez soi. Ah si, je vous dis, c'est vrai, tu fais la moue, mais tu as tort, là. Non, ça s'est amélioré, c'est vrai. Non, c'est très facile. C'est très facile à réaliser. Le kit n'était pas très confortable, mais maintenant il est beaucoup mieux. Ça a beaucoup changé, beaucoup évolué, et ça va peut-être encore évoluer, mais voilà, c'est beaucoup plus simple à faire aujourd'hui. À cela, je rajouterai aussi que, en tant que médecin généraliste, on a une difficulté à mobiliser les patients qu'on suit. Et tout à l'heure, on parlait de l'IA. Pour nous, il y a un vrai enjeu à arriver à avoir une vue populationnelle de nos patients, puisqu'on commence à en avoir de plus en plus. Et le fait de pouvoir solliciter nos patients de façon adaptée pour pouvoir les encourager à faire ce test, il y a vraiment des outils qui nous manquent pour arriver à cela. Et donc là, c'était pour solliciter le médecin, mais peut-être qu'on pourrait faire des dépistages vraiment centrés sur notre patientèle, poussés par le médecin traitant, qui aurait plus d'impact qu'une communication un peu générale. Donc c'est ça, donc vous discutez le fait que faire une campagne nationale, c'est bien. On voit en effet dans les différents supports et les différents médias. Mais comment est-ce qu'on pourrait en fin de compte faire que le message puisse passer? Parce que je ne suis pas sûr que les médecins généralistes et les autres d'ailleurs soient proactifs dans cette affaire, justement. Donc qu'est-ce qu'on pourrait proposer de plus qui permette de sensibiliser les patients et les patientes? Mais il y a tout un tas de possibilités. Effectivement, il y a le frein du patient, de sa méconnaissance, entre guillemets, du fait qu'il ne se sente pas concerné par ce cancer qui, lui, ne lui parle pas ou dont il entend moins parler, puisque il existe Mars Bleu, donc vous n'avez peut-être pas connaissance, mais qui est le mois pour le dépistage du cancer du côlon, qui est très peu connu. Voilà, il y a d'autres freins aussi par les médecins généralistes, par la contrainte de temps. C'est difficile pour nous de réussir à trouver le temps de la prévention au sein d'une consultation qui doit durer 15 minutes, où souvent les personnes ont plusieurs motifs puisque c'est difficile d'obtenir un rendez-vous. Enfin, il y a tout un tas de freins pour pouvoir accéder à cette remise de kit qui sera faite, on l'espère. Et pourtant, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Effectivement, il y a donc cette alerte dans le logiciel qu'on a mis. Il y a aussi éventuellement des rappels qui sont envoyés par courrier
observée déjà chez les patients, mais on peut imaginer tout un tas d'autres possibilités, que ce soit en envoyant un SMS de rappel, comme c'est en train d'être travaillé pour la vaccination antigrippale. Ça peut être plus d'informations dans les médias, dans les journaux, sur les réseaux sociaux dont on a parlé aussi. Je ne sais pas si tu as d'autres idées. Déjà, un des résultats aussi secondaires de l'étude, c'est qu'on voyait bien que les étudiants dans la structure avaient parfois un effet plus efficace que les médecins titulaires sur la prévention. Et donc, accueillir des étudiants non au lieu de stage, c'est aussi améliorer la qualité des soins. Pour connaître que la culture de la santé publique n'est pas très forte en France. Non ? Oui, c'est ça, c'est un problème de culture. Il faut pousser l'éducation. En tout cas, je vous félicite parce que 2230 patients inclus dans cet essai, c'est quand même tout à fait remarquable, de façon prospective. Cela mérite d'être souligné. Et vous l'avez publié en français, c'est encore mieux. Bravo. Voilà, bravo. On vous laisse repartir par là. Bravo, c'était vraiment très, très bien. Très bien. Le Grand Prix éditorial 2023. Loïc Guillevin. Alors, ce Grand Prix, c'est l'accompagnement des transidentités chez l'enfant et l'adolescent, émanant de l'équipe de Robert Debré. C'est un travail qui a le mérite d'abord d'aborder un sujet grave, extrêmement sérieux, et sur lequel il y a un besoin d'abord d'information, je pense, des professionnels de santé, et d'information également du public. Donc ici, ce sont de bonnes équipes qui ont travaillé le sujet et qui ont montré tout ce que l'accompagnement devait comporter, de l'entretien, de la psychologie, des études endocrinologiques également, donc avec l'impact prévisible de ce type de démarche. Et donc, je pense qu'il fallait souligner la qualité de ce travail. Et le jury a discuté assez rapidement pour décider de couronner ce travail qui nous a paru tout à fait informatif pour la communauté médicale, scientifique et de façon beaucoup plus large pour la communauté française. Alors, le travail fait partie d'une série coordonnée par Paul Tchernikov. C'est dans Médecine Science, qui est également une garantie d'un très bon journal et très bonne qualité. Et les signataires sont Élodie Fiotte, Charlotte Lebrun, Clémence Delcourt, Céline Roger, Alicie Cahen et Laetitia Martinery. Donc, et normalement, nous accueillons Élodie et Laetitia, si je ne me trompe pas. Non, vous êtes toutes seules. Bon, j'ai encore perdu. Ça arrive de tous les côtés. Là, on n'a qu'une seule... Vous êtes toutes seules. Mais vous êtes la meilleure, c'est bien connu. Et vous êtes laquelle des deux, alors ? Je suis la dernière, la Laetitia Martinery. Vous êtes le professeur Laetitia Martinery. Fantastique, extraordinaire. Équipe pédiatrique pluridisciplinaire d'accompagnement des transidentités de l'hôpital Robert Debré. Loïc. Alors, expliquez-nous d'abord pourquoi cet article, quel était le motif de publier sur un sujet dans la grave lumière. Voilà. Alors d'abord, je vais en profiter pour remercier toute l'équipe d'éditeurs et d'éditrices de Médecine Science, et en particulier Paul Tchernikov, pour nous avoir fait confiance sur ce sujet. En fait, Paul m'avait contacté pour coordonner. J'ai coordonné avec lui toute la thématique sur les transidentités. Donc, on a fait 4 séries et donc ça brosse tout un champ au-delà de la médecine, puisque c'est un sujet également sociétal, éthique. Et donc, on a abordé tous ces aspects à travers les différents séries que nous avons publiées. On a fait plein d'éditos. Et donc, j'ai apprécié ce travail que nous avons fait ensemble et les discussions que nous avons eues. Et du coup, l'article sur l'accompagnement des enfants et adolescents trans était évident dans cette série et arrive quand même dans un contexte de polémique assez important. Voilà, il y a une vague médiatique autour de ces sujets et je voulais vous remercier de ce prix, parce que pour moi, ça couronne quand même tout ce qui est scientifique et éthique, plus qu'idéologique, et je pense que c'est très important sur ce sujet. C'est ce que nous avons voulu faire. Merci beaucoup. Tenu absolument à ce que ce soit cet aspect scientifique et éthique qui soit primé avec un texte de très bonne qualité, et pas uniquement versé dans les médias avec le mauvais côté que parfois on peut donner. Alors, vous avez parlé justement dans votre article aussi des effets à court et moyen terme. Ça, il y a un peu l'aval qui est étudié.
Vous pouvez nous en parler un peu? Donc c'est extrêmement important pour toutes ces nouvelles approches. Alors on se concentre là beaucoup et dans les médias sur les traitements sur les personnes trans et les adolescents et adolescentes trans, mais c'est vrai dans toute la pédiatrie. Quand on commence un nouveau traitement en pédiatrie, en général c'est des traitements qui n'ont pas été évalués en pédiatrie, donc on travaille souvent avec des thérapeutiques hors AMM et on n'a jamais les effets au long cours, et donc c'est extrêmement important, et sur ce sujet aussi, d'arriver à constituer des cohortes, d'avoir une reconnaissance. Donc là, on a une reconnaissance déjà par vous, c'est super, mais d'avoir une reconnaissance par les pouvoirs publics pour avoir des fonds, pour pouvoir créer des équipes spécialisées, parce que nous, on a toutes et tous fait ça, en plus de tout ce qu'on faisait habituellement. Il n'y a eu aucun poste dédié pour cette activité. Et on a tant bien que mal essayé d'organiser cette prise en soin en France. Et donc, effectivement, là, on essaye de mettre en place une cohorte. On a obtenu un financement quand même de la Société française d'endocrinologie et de diabétologie pédiatrique pour avoir une cohorte et accumuler des données au long cours. Et on travaille également au niveau européen pour avoir des données plus larges. Et avec un objectif à combien d'années? Parce que ça, c'est aussi très important. Éternel. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. On a quand même sur tout ce que nous, on n'a rien inventé en France, et c'était un accompagnement qui était déjà proposé aux Pays-Bas, aux États-Unis. Aux Pays-Bas, qui sont peut-être les premiers à avoir démarré cet accompagnement fin des années 90. On a quand même 20 ans de recul. Donc on a quand même un certain nombre de données. Après, les Pays-Bas, c'est pas un grand pays, donc ça ne représente pas beaucoup de jeunes. Mais nous, du coup, on fait ça avec toute l'équipe EHPAD de Robert Debré et puis en collaboration avec d'autres équipes sur la région d'Île-de-France depuis 10 ans. Donc on était les premiers en France. Et donc on a un recul maintenant de 10 ans et on a accompagné un peu plus de 300 adolescents et adolescentes. Et vous avez un accompagnement des parents également? Ah oui. Donc ça, on s'est rendu compte à quel point c'était important. Au départ, c'était pas proposé d'emblée. Là, je pense qu'on a été assez novateurs et novatrices par rapport au reste de l'Europe et du monde. Et donc, on a des super psychologues qui travaillent avec nous dans l'équipe et qui ont monté tout un groupe de parole pour les parents. Et on organise des journées de rencontres également pour les parents et les enfants, chacun séparément, puis après tous ensemble, pour aider tout le monde parce que l'accompagnement des parents est indispensable. Et puis, la reconnaissance par les parents et l'accompagnement des enfants par les parents est également très important. Eh bien, encore toutes nos félicitations. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Très, très bien. Alors, peut-être un petit mot de conclusion, Loïc, peut-être un petit mot de conclusion avant de demander à la présidente de clore cette nouvelle session passionnante. La conclusion, c'est que déjà, il n'est pas tôt et qu'il y a encore beaucoup de monde dans la salle. Donc, je crois que cette session a été particulièrement intéressante, extrêmement motivante pour nous tous. Le jury a été assez enthousiaste par de très nombreux articles. Et si nous avons eu des difficultés parfois à trancher, c'est parce qu'il y avait du matériel. Et donc, on ne peut qu'encourager l'année prochaine encore les auteurs d'abord à envoyer des articles aux journaux et ensuite les publier pour que nous les lisions. Donc on le fera avec, je pense, encore beaucoup d'intérêt dans la période future. Pour la 3e année, Loïc. Très bien. Merci beaucoup. Madame la Présidente, le mot de la fin. Merci à tous les deux, merci à Alain, merci au professeur Guilvin d'avoir animé cette soirée. Merci encore au professeur Delfrécy pour cette magnifique conférence. Maintenant, je félicite également tous les lauréates et les lauréats que j'invite à me rejoindre sur scène pour la traditionnelle photo. Vous pourrez retrouver tous les articles qui seront en accès libre sur notre site. Donc, je remercie également les éditeurs pour permettre d'accéder à tous ces contenus. Vous avez également la très belle plaquette qui vous attend à l'entrée. Et puis, bien sûr, le buffet, donc pour le moment convivial. Merci à tous. Très bonne soirée. À l'année prochaine pour le 25e Grand Prix. Donc j'attends les lauréats sur scène avec moi parce que